Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui, une petite vidéo top 25 des jeux praticables en duo. Ouais, j'ai laissé tomber l'idée des top 50 parce que c'est génial, on passe beaucoup de temps ensemble mais c'est vraiment trop long. Donc voilà, on va se limiter à 25 jeux aujourd'hui. Évidemment, c'est un top totalement subjectif, hein, c'est le mien, voilà. Donc il y aura peut-être des oublis dedans, il y aura peut-être des jeux avec lesquels vous ne serez pas du tout d'accord. Il y a des jeux que j'ai pas pratiqués non plus, hein. Par exemple, je prends l'exemple voilà, de Seven Wonders Duel. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'y ai jamais joué, donc il ne sera pas dans ce top. Aussi bien je vais y jouer demain, je vais trouver que c'est le jeu le plus formidable du monde, et ben tant pis, hein, j'aurais déjà posté cette vidéo, tant pis pour moi. Alors dans ce top, j'ai essayé de me cantonner aux jeux qui étaient calibrés uniquement pour 2 joueurs, mais je me suis pas interdit non plus d'y mettre les jeux qui, à mon sens, tournent mieux en duo qu'à 3 ou 4 joueurs. Voilà, donc après cette introduction déjà trop longue, passons directement au top. Jeu numéro 25 de ce classement, j'ai nommé Brave Rats, et donc comme son nom l'indique, c'est un jeu qui va être très bref, puisque bon, il comblera à peu près 5 minutes de vie de ludique dans votre journée. C'est un jeu qui a très peu d'intérêt ludique, voilà, si ce n'est, je vous le dis, celui de la rapidité de ses parties. Voilà, c'est très rare d'avoir un jeu comme ça qu'on peut sortir et qu'on peut jouer, je vous dis, 5 minutes montre en main, hein, même pas 10 minutes ou un quart d'heure, 5 minutes. Voilà, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir ce type de jeu dans sa ludothèque. Alors, Brave Rats, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un petit jeu de cartes, voilà, dans une toute petite boîte. Alors en plus il prend pas de place et donc on peut vraiment le sortir quand on veut, voilà, sur un coin de table, et donc il va falloir s'affronter avec des cartes et les sortir dans le meilleur ordre possible, en tenant compte donc des cartes déjà posées par l'adversaire. Donc il y a une valeur, en fait il y a une force sur chacune des cartes, à chaque fois c'est la valeur la plus élevée qui va gagner la manche, mais du coup il y a des pouvoirs sur chacune des cartes qui vont influer sur le déroulé de la manche. Donc il peut y avoir des cartes qui vont annuler tout simplement la confrontation, il y a des cartes qui vont vous faire gagner automatiquement la partie sous certaines conditions, il y a des renversements de conditions de victoire, etc. Donc voilà, vous êtes prévenus, il n'y a pas un grand intérêt ludique avec cette boîte, mais voilà, c'est rapide, c'est compact, et les graphismes sont qui plus est attrayants, ce qui ne gâche rien. Jeu numéro 24 de ce classement, j'ai nommé Longhorn. Alors là aussi un tout petit jeu, mais qui prend quand même un petit peu plus de place, puisqu'on a des petits meeples à l'intérieur, voilà, des petits meeples cornus, des petits meeples vaches, et pourquoi? C'est puisque vous allez jouer le rôle de voleur de bétail. Alors Longhorn est un jeu assez intéressant, il comporte au moins 2 petites originalités. La première, c'est que c'est vous qui allez décider de là où débute le tour de votre adversaire, et la deuxième, c'est que si vous allez faire d'autant plus de points que vous avez récolté de bétail, il va falloir quand même faire attention à ne pas voler trop de têtes de bétail, parce que le score final dépend aussi des têtes de bétail qui restent sur le plateau de jeu. Donc je vous laisse imaginer que votre adversaire se fera un plaisir de pourrir votre ratio, hein. Longhorn est également agrémenté de petits trésors que l'on va ramasser, de capacités spéciales, donc voilà, il y a plein de petits trucs à faire. C'est un jeu, voilà, qui mange pas de pain, qui casse pas 3 pattes à un canard ou à une vache, mais ça fait son job, voilà, donc il est en 24e position. Jeu numéro 23 de ce classement, j'ai nommé Jurassic Snack. Jurassic Snack qui dispose déjà d'une vidéo sur la chaîne, je vous invite à aller la consulter. Donc Jurassic Snack, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des petits dinosaures herbivores qui vont manger des feuilles dans la forêt, et des dinosaures carnivores qui vont bouffer les dinosaures herbivores. Donc on a 2 manières de gagner, soit en cumulant des points, en mangeant un maximum de feuilles, en essayant de récupérer des points sous ces petits tokens feuilles, ou alors en réduisant à néant le troupeau de l'adversaire avec les T-Rex qui se baladent sur le plateau de jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui est plutôt agréable, c'est sûr que vous enchaînerez pas non plus une quinzaine de parties d'affilée, mais c'est sympathique, voilà, ça se laisse jouer, c'est accessible pour les enfants. À l'époque, je me souviens quand j'avais fait la vidéo, d'ailleurs, j'avais déliré sur peut-être le délire supposé vegan de ce jeu, mais bon, je suis allé très loin, hein, j'étais un peu fatigué en plus ce soir-là. Jeu numéro 22 de ce classement, Cœur de Dragon. Là aussi c'est un jeu extrêmement rapide, extrêmement facile à expliquer, et qui d'ailleurs est assez connu, hein, je crois, Cœur de Dragon. Donc c'est un jeu à 2 évidemment, dans lequel on va tenter de se défausser d'un maximum de cartes, tout en faisant en sorte qu'elles nous reviennent. Voilà, c'est un principe de jeu qui est assez cool, c'est original. Alors en plus on a un joli petit plateau sur lequel on pose les cartes, comme ça on essaye d'optimiser ses emplacements. Moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup, même s'il est très abstrait, avec un thème plaqué dessus, parce que
il s'explique en 20 secondes, en 15 minutes, on a fini une partie, bref, c'est parfait. Bien sûr, c'est pas non plus un jeu hautement stratégique, hein, mais il y a quand même un petit peu de tactique, voilà, les cartes sont plutôt jolies, c'est frais, c'est plaisant, moi je vous le recommande. Jeu numéro 21 de ce classement, Mr. Jack Pocket, encore un Bruno Catala, voilà, c'est le troisième jeu de ce top, puisque il y avait déjà Jurassic Snack, et il y avait Longhorn qui était déjà signé Catala, donc mais là c'est le troisième, voilà. En même temps, il a fait pas mal de petits jeux comme ça à deux, Bruno Catala, donc du coup, ben, forcément, j'en parle ici. Alors, Mr. Jack Pocket, ben, c'est la version de poche de Mr. Jack, tout simplement. Et alors, c'est un jeu qui, au départ, m'avait un petit peu laissé sur ma faim, on va dire. Et finalement, j'aime bien ce jeu, hein, avec le recul au fil des parties. C'est un jeu qui est assez malin, voilà, un jeu d'enquête très très simple, hein, avec plusieurs personnalités qui sont situées sur le quartier de Whitechapel. Donc, au fur et à mesure, l'enquêteur va éliminer les différents suspects pour trouver qui est Jack l'éventreur, hein, bien sûr. Et donc c'est à la fois une chasse à l'homme et une course contre la montre, hein, puisque du coup l'enquêteur il va essayer de trouver ce coupable, et Jack de son côté il va essayer de se cacher, de jouer le temps, quoi, de jouer la montre. Dans la catégorie jeu à deux, voilà, c'est un jeu qui est quand même assez tactique, qui va vous demander d'optimiser vraiment vos actions, de prévoir quelques coups à l'avance. On réfléchit pas mal quand même dans Mr. Jack Pocket, hein, mais bon, les parties n'excèdent que rarement 25 minutes. Le matériel est de très bonne facture, et en plus il y a cette histoire de lancer de jetons là dans le jeu. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo aussi sur ce jeu, donc vous pouvez aller la chercher sur la chaîne, mais on lance le jeton en fait pour définir les actions, et on sait que donc du coup ce tour-ci il va y avoir ces 4 actions là qui vont se passer, c'est-à-dire tourner autour du plateau de jeu, essayer d'enquêter, etc., etc. Et le tour d'après, ben, on va retourner les jetons, donc on sait d'avance les actions qui vont avoir lieu. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait on prévoit pas mal de coups à l'avance dans ce jeu, il est vraiment très malin. Il y a peut-être un petit déséquilibre dans ce titre, hein. Il me semble que c'est un petit peu plus facile à jouer pour l'enquêteur que pour Jack l'éventreur, mais bon, peu importe, sincèrement, c'est pas grave, puisque de toute manière, dans ce type de titre, voilà, ça dure 25 minutes, mais après on échange les rôles, et donc du coup, on va pouvoir faire face, si on a joué l'enquêteur, à un challenge un peu plus conséquent, donc c'est très bien, moi, à la limite, c'est presque pas un défaut. Jeu numéro 20 de ce classement, Kamate, et j'en ai déjà fait une vidéo, là aussi sur la chaîne. Kamate, c'est un jeu de rugby, donc c'est un jeu où on va être très souvent par choc contre par choc, voilà, pour se disputer le ballon, on va se tacler, il va y avoir de la violence, et le but du jeu, ça va être de marquer un seul essai. Alors, ce qu'on peut reprocher à Kamate, il n'est pas exempt de défaut, c'est que dedans, ben, on va pas avoir par exemple tout ce qui est mêlée, on va pas avoir tout ce qui est transformation, pénalité, touche, etc. Donc c'est vraiment voilà du pare-choc contre pare-choc, comme je disais. On doit amener le ballon derrière la ligne de l'adversaire et l'autre va tout faire en fait pour nous enfoncer dans le sol. Kamate, c'est un jeu qui est à la fois tactique et fun, avec en plus des particularités en fonction de la typologie du joueur là, qui est en train de tacler ou de porter la balle ou de taper en avant, de dropper. Donc du coup, il fait les choses quand même relativement bien. Il serait encore mieux voilà, si on pouvait profiter de toutes les règles du rugby, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est déjà un bon jeu tel qu'il est. Jeu numéro 19 de ce classement, le jeu des cancres, un jeu relativement excellent, hein, qui est assez vieux, vous aurez du mal à le trouver celui-là, je vous en avais déjà parlé dans le top 50 sur mon adolescence, et donc le jeu des cancres, eh ben, c'est un jeu avec des pions comme ça, voilà, et puis soit on joue les cancres, et donc on est en rébellion totale, et on va essayer de s'échapper de la cour de récré, on va essayer de traverser tous les bâtiments de l'école, etc., pour sauter le portail et se barrer, soit on va jouer les professeurs et le proviseur, et donc essayer d'encercler les élèves, essayer de les empêcher de se déplacer pour les punir. Il y a des petites cartes, des petits événements qui arrivent régulièrement, voilà, pour modifier la configuration du jeu. C'est un jeu qui est très tactique, qui est assez palpitant, et qui en plus, bon, dispose d'un charme suranné. Donc si vous n'avez jamais eu l'occasion de pratiquer le jeu des cancres, eh bien je vous y invite chaudement. Jeu numéro 18 de ce top, Thunder and Lightning. Alors là, là aussi il y a une vidéo sur la chaîne. Thunder and Lightning, c'est Thor contre Loki, ils vont se faire affronter leurs armées là au milieu de la table avec chacun un paquet de cartes qui est le même, hein, qui est totalement identique, mais les illustrations peuvent être légèrement différentes entre les armées de Thor et les armées de Loki. Alors c'est un jeu qui n'est pas exempt de défauts, on va se bastonner pas mal, il y a beaucoup d'intelligence dans ce jeu, il y a pas mal de tactique, mais il y a aussi beaucoup de hasard, c'est-à-dire que parfois on peut gagner la partie juste sur un petit coup de bluff comme ça, une petite carte qu'on a posée sur la table. Je pense notamment au corbeau qu'on va envoyer dans
la main de l'adversaire ou sur les armées au centre de la table pour vérifier qu'est-ce qu'il y a sous les cartes, puisque c'est un jeu dans lequel on avance comme ça à couvert, c'est-à-dire avec des cartes face cachée. Et donc il suffit que le corbeau tombe sur l'artefact sacré de l'adversaire, il y a une seule carte comme ça dans le jeu, mais ça arrive, et voilà, on a gagné la partie. Et je comprends que ce soit extrêmement enrageant, hein. Moi je suis le premier à gueuler quand au bout de 3 tours de jeu, j'ai un corbeau qui me tombe sur mon anneau d'Odin, mais voilà, c'est comme ça, c'est ce style de jeu, et si on n'aime vraiment pas ça, ben on passe son chemin et puis c'est tout. À côté de ça, ça reste quand même un jeu relativement intéressant en termes tactiques, qui peut durer un peu de temps quand même, hein. Et puis je rappelle que quand même, c'est un jeu de Richard Borg, hein, donc c'est pas n'importe qui derrière non plus, hein. C'est le mec qui a fait Mémoire 44 si vous voulez, donc voilà, je pense que là, tout est dit. C'est un jeu tactique, tendu, mais avec beaucoup de hasard, voilà, testez-le à l'occasion. Jeu numéro 17, Rome contre Carthage, alors, et plus particulièrement la réédition des années 2010-2012, je crois, de ce vieux jeu des années 50, ce qui prouve d'ailleurs que déjà, à l'époque, on savait produire des jeux de qualité, hein, et pas que des Monopoly. Alors c'est un jeu qui, de base, n'est pas obligatoirement calibré pour 2 joueurs, et on peut y jouer jusqu'à 4, mais à 2 joueurs, il tourne extrêmement bien. Et donc, évidemment, on y retrouve, si vous voulez, dans Rome et Carthage, un jeu de conquête très simple, mais quand même beaucoup moins que le risque. C'est-à-dire que dans Rome et Carthage, déjà, on va avoir des unités qui ont des capacités différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir les galères qui vont passer en mer, on va avoir les éléphants qui vont être très puissants et qui vont tout dézinguer sur leur passage, on va avoir les chars qui vont très vite, qui peuvent agir très vite sur le champ de bataille, on va pouvoir déclencher des petites trahisons, des petits coups de couteau dans le dos là chez l'adversaire, donc ça va foutre un petit peu le bordel, on va pouvoir aussi faire se soulever la population chez l'adversaire, donc c'est assez sournois. On peut également là aussi envoyer des espions pour évaluer les forces de l'adversaire, hein, regarder les cartes en fait. Ah oui, parce que dans ce jeu, les conflits ne se règlent pas au dé comme dans le risque, hein, on joue avec des cartes. Le matériel, en tout cas pour l'édition de 2010-2012, est bien joli, que ce soit au niveau du plateau, des pions, des cartes. En plus, moi j'adore ce genre de jeu historique où l'on démarre vraiment dans la région d'origine de la faction que l'on mène à la bataille. Et là c'est le cas quoi, je veux dire, on a Rome, on a Carthage, et même du coup c'est un jeu, je vous l'ai dit, hein, on n'est pas obligé d'y jouer à 2, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, donc il y a 2 autres factions, je me souviens plus lesquelles. Voilà, donc en résumé, avec Rome et Carthage, vous allez disposer d'un jeu familial plus, un peu plus complet que le risque, moins compliqué que beaucoup d'autres jeux de wargame, et puis vraiment en duo il est excellent, et vous pourrez quand même le ressortir à 3 ou 4 joueurs, donc pour moi, pourquoi se priver quoi. Autre jeu historique, César et Cléopâtre, que l'on aurait dû nommer d'ailleurs César versus Cléopâtre, tant il illustre bien la rivalité ambiguë entre ces 2 personnages. C'est un jeu qui est vraiment très stratégique, très tactique, qui peut sembler plutôt ardu au départ. En plus, c'est un thème qui de base rameute pas les foules quoi, c'est-à-dire la politique, et pourtant c'est un jeu qui est assez incroyable à jouer, il est vraiment très plaisant. Donc du coup, César et Cléopâtre, en fait, oui, ça va être une bataille politique, en fait, on va essayer de s'attirer les faveurs des édiles de Rome, des sénateurs, etc. J'en ferai peut-être une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer plus amplement les détails de ce jeu. Mais voilà, en gros, on va poser des cartes, on va comparer les suffrages, les votes, etc. Il y a des philosophes qui vont nous aider dans la partie. C'est vraiment, je vous le dis, le thème est vraiment austère, hein. C'est pas très sexy, malgré justement l'ambiguïté de la relation entre César et Cléopâtre. Mais vraiment, moi je trouve que le jeu est très bon, donc je vous invite à le pratiquer à l'occasion. 15e jeu de ce top, et là aussi, il s'agit d'une confrontation entre 2 personnages historiques, Kennedy contre Nixon. Alors plus particulièrement, le jeu s'appelle 1960 Kennedy contre Nixon. Alors Kennedy contre Nixon, c'est un jeu assez particulier puisqu'il s'agit d'un jeu de type card driven. Alors le card driven, qu'est-ce que c'est? C'est pas très connu en France en fait, et je pense que Kennedy contre Nixon est l'un des plus connus. En fait, vous allez essayer avec ce type de jeu de revivre un événement historique, là en l'occurrence la campagne électorale entre Kennedy et Nixon en 1960, et donc les cartes vont tenter de diriger le jeu, c'est-à-dire que au fil des cartes, vous allez avoir tel ou tel événement qui va se passer, et ça va se passer comme dans la vraie histoire, comme dans l'histoire véritable. Donc le but de ce genre de jeu, vous l'aurez compris, c'est d'essayer de vous faire vivre les événements comme si vous y étiez, voilà, de coller le plus à la réalité. Du coup, le résultat, c'est des règles qui sont quand même finalement assez complexes pour, en ce qui concerne en tout cas Kennedy contre Nixon, mais alors au niveau adrénaline, au niveau ambiance, c'est juste
impressionnant. C'est vraiment un jeu extrêmement prenant qui comporte très peu de défauts. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à en prendre en compte, la publicité, l'appui des médias, les enjeux politiques, les débats télévisés, les soutiens de campagne. Vraiment, pour gagner l'élection, il faut vraiment mettre le paquet, quoi. On est vraiment sans cesse, en fait, en train d'anticiper son prochain coup d'éclat pour prendre une longueur d'avance et espérer gagner l'élection. Voilà, donc c'est un jeu à tester absolument si déjà vous aimez la politique, si vous aimez l'histoire. Alors dit comme ça, évidemment, j'ai bien conscience que c'est pas très sexy quand je dis si vous aimez la politique, mais je vous assure, c'est vraiment un jeu qui est génial, qui est gigantesque. Jeu numéro 14 de ce top, et c'est encore un Bruno Catala, Raptor. Voilà, encore un Bruno Catala avec des dinosaures. En plus, on a déjà parlé de Jurassic Snack juste avant. Donc Raptor est un super jeu. Donc vous allez avoir un joueur qui va jouer donc une famille de raptors, donc la maman et les bébés raptors, et un autre joueur qui va jouer du coup les scientifiques qui sont là pour venir s'accaparer les bébés raptors. Donc évidemment, ça vous rappelle des choses, hein, et notamment Jurassic Park 2, hein, dans lequel on voit les scientifiques débarquer sur une île pour aller récupérer les dinosaures pour pouvoir recréer derrière un nouveau parc. Donc là, c'est exactement ça. Donc le but du jeu des scientifiques, eh ben, ça va être de récupérer les bébés. Le but du jeu en face des raptors, de la maman raptor, ça va être de bouffer les scientifiques et de protéger ses bébés. Donc déjà, le thème est génial, mais en plus de ça, la mécanique est redoutable. C'est-à-dire que les deux camps jouent une carte simultanément, et donc la carte la plus faible jouée va pouvoir déclencher un coup spécial. Et alors là, on a le choix, hein, on va pouvoir foutre le feu à la brousse, on va pouvoir balancer du gaz anesthésiant, il y a maman raptor qui va pouvoir disparaître pour surgir de n'importe où. Et alors pour celui qui a joué la carte de la plus forte valeur, lui, il va pouvoir jouer autant d'actions qu'il y a de différence entre sa valeur et celle de l'adversaire. Donc dans les actions de base, pêle-mêle, on va pouvoir par exemple endormir du bébé, tirer sur maman, on va pouvoir boulotter du scientifique, enfin bon bref, il y a un petit peu de tout, on va pouvoir courir, marcher, se déplacer. Du coup, on a un jeu avec une mécanique qui est très simple, mais avec énormément de choix d'action. Il y a un thème, mais super fun, quoi. Donc du coup, Raptor, bah ouais, c'est un incontournable. En plus, le matos est très cool, il y a vraiment des figurines pour chaque scientifique, alors que vraiment, on va en boulotter à la pelle, donc il y a vraiment beaucoup de figurines. On peut retourner les tuiles, ce qui fait qu'on peut modifier le terrain au fil des parties. Donc un jeu simple, avec beaucoup de choix tactiques, un thème hyper excitant. Ben, comme dirait John Hammond, j'ai envie de vous dire, dépenser sans compter, quoi. Jeu numéro 13 de ce classement, Marvel Champions, alors qui n'est pas un jeu calibré uniquement pour 2 joueurs, hein. On peut y jouer en solo, on peut y jouer à bien plus de 2 joueurs. Mais voilà, je tenais à le mettre là parce que je trouve que quand même, il est relativement agréable à 2 joueurs, ce petit jeu. Alors, Marvel Champions, moi, il faut mettre les choses au clair quand même. J'ai fait une vidéo sur ce jeu. J'ai dit dedans ce que j'en pensais. Je trouve que quand même, il est relativement complexe quand même pour des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu de société. Je vois que j'entends de ci et de là, je lis que c'est un jeu simple. Je suis désolé, mais je vous comprends pas du tout les gars, sans déconner. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un jeu simple quand on est habitué aux jeux de société, ça y a aucun problème. Hein. Il suffit de lire les cartes. La mécanique est relativement simple, mais quand même. Enfin, on peut pas conseiller Marvel Champions à quelqu'un qui n'a jamais joué, ça n'est pas possible. On peut, si tu veux, on peut le conseiller, mais putain, vous envoyez les gars au casse-pipe sur des jeux comme ça, avec quand même, il y a pas mal de règles dans Marvel Champions, il y a pas mal de détails, il y a pas mal de choses à dire sur les cartes, pas mal de choses qui se rajoutent au fur et à mesure où on rajoute des machinations sur le méchant, enfin bref, il est quand même... c'est quand même une usine à gaz à un moment donné, et aller conseiller ce type de jeu à des gens qui ne sont pas habitués aux jeux de société moderne, moi je trouve que c'est le meilleur moyen de les dégoûter du jeu de société, quoi. Pour le coup, y a trop de choses, quoi. Ou alors il faut qu'ils le pratiquent avec quelqu'un qui connaît le jeu de société et qui va leur expliquer avec pédagogie, etc. Moi je trouve que là, sur Marvel Champions, sincèrement... Parfois, ce que je vois, ce que j'entends, etc., on se trompe de cible. Sincèrement, je le dis honnêtement, tel que je le pense. Voilà. C'est un très bon jeu, c'est pour ça qu'il est là. Je trouve que, d'autant plus à 2 joueurs, je trouve qu'il tourne super bien, ce jeu-là. Alors, Marvel Champions, du coup, là, j'ai fait un petit aparté, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas envie d'aller voir la vidéo, Marvel Champions, ben, tout simplement, il y a un gros méchant au milieu de la table, il a sa pioche de cartes, et avec nous, on va jouer donc peut-être Spider-Man, on va jouer peut-être Captain Marvel, etc. Et donc, on va lui foutre sur la gueule. Donc, d'un côté, nous, notre but du jeu, ça va être de lui faire tomber les points de vie, hein, tout simplement. Donc, nos cartes vont nous permettre
par certaines actions de l'attaquer, en fait, de lui donner des coups de poing, des coups de pied, etc. Peut-être de lui faire des attaques spéciales en fonction des cartes que l'on va sortir, donc moyennant ressources, moyennant sacrifice d'autres cartes. Et du côté du méchant, lui, le but du jeu, ça va être de réussir une manigance. Et donc sur sa carte, en fait, il a une carte manigance sur laquelle on va rajouter des points de manigance à chacun de ses tours de jeu à lui. Et donc, nous, le but du jeu, ça va être également aussi de lui enlever ses points de manigance petit à petit, de manière à ce qu'il ne réussisse pas son objectif. Donc on a vraiment, voilà, deux objectifs, lui taper dessus, enlever des points manigance. Voilà, là je résume très brièvement. Mais il y a vraiment une foultitude d'actions qui vont venir en plus de ça, parce que il y a le méchant au milieu, mais il va faire appel à des sbires qui vont vous attaquer, il va y avoir des événements qui vont se déclencher, donc il va y avoir des menaces supplémentaires qui vont se rajouter, qui vont protéger la menace principale. Les personnages que vous allez jouer ne vont pas jouer tous de la même manière. Par exemple, Iron Man, il va falloir qu'il fabrique déjà son armure avant d'attaquer parce que sinon il vaut rien. Black Panther, il va essayer de poser un maximum de cartes devant lui, donc en payant leur coût pour ensuite jouer une carte qui s'appelle Wakanda Forever qui va déclencher cette succession d'attaques qu'il aura pris soin de déposer au fur et à mesure de la partie devant lui. Donc voilà, on pense des coups à l'avance, c'est un jeu qui est très malin, c'est un jeu qui est très intéressant, mais pour moi, voilà, on ne peut pas dire que c'est un jeu simple, c'est un jeu relativement simple, ça d'accord. Mais non, c'est pas à la portée de tout le monde. Au demeurant, si vraiment vous ne connaissez rien en jeu de société, ne commencez pas par Marvel Champions, ou alors, ok, commencez par Marvel Champions, mais armez-vous de patience, armez-vous de courage, ou armez-vous de quelqu'un qui connaît déjà les jeux de société modernes, mais voilà, ne passez pas de la belote à Marvel Champions, ça n'est pas possible. 12e jeu de ce classement, Convoi, qui est un jeu fantastique, voilà, qui se passe dans l'univers de Neuroshima. Alors, c'est un jeu de confrontation asymétrique là aussi, donc on va avoir d'un côté les Molochs, donc en gros c'est des robots lents et imposants et suréquipés, et de l'autre côté les Outposts, donc des humains frêles, certes mais plus rapides, qui peuvent s'abriter dans les bâtiments pour mener une véritable guérilla urbaine. Donc les Molochs, les gros robots, eux, leur objectif c'est de détruire New York, et donc, comme ils n'habitent pas tout près, eh bien, ils ont un gros convoi comme ça militaire qui va partir à travers des territoires hostiles et se diriger droit sur New York pour le faire péter. Et donc évidemment sur les territoires hostiles on va rencontrer des poches de résistance humaine plus ou moins solides mais bien déterminées en tout cas à stopper ce cortège funèbre avant qu'il n'arrive sur Central Park. Comme c'est un jeu de confrontation asymétrique vachement bien fait, on ressent bien la différence entre les deux armées. Voilà, le joueur Moloch il avance comme ça, très imposant, il essaye de tout exploser sur son passage le plus vite possible, alors que l'humain, lui, il est sans cesse en train de se replier, sans cesse en train d'attaquer sournoisement, enfin voilà, il est très très mobile, il tente de saboter en fait en permanence l'avancée de cette armée destructrice. Donc le jeu en lui-même est passionnant, vraiment. En termes de tactique, il est génial, on va pouvoir upgrader comme ça ses unités, il va y avoir des coups fourrés. C'est un jeu dans lequel la tension est vraiment palpable là, ce cortège, ce convoi qui avance sans cesse, c'est hyper stressant pour l'humain. Alors, le livret de règles est un petit peu touffu, et les symboles utilisés sur les cartes sont pas toujours intuitifs. Alors, je peux pas m'empêcher de faire une comparaison entre Convoi et Alien Menace, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne par exemple. Convoi, en fait, c'est la version boost de Alien Menace, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet, beaucoup plus tactique. Mais du coup, le pendant, c'est qu'il est moins accessible. Titre numéro 11 de ce top sur les jeux praticables en duo, j'ai nommé L'Appel de Cthulhu JCE, donc le jeu de cartes évolutif par Eric Lang, et vous savez que j'adore Eric Lang. Au début, il m'a laissé mais un petit peu dubitatif, parce que je me suis dit, ah voilà un jeu de cartes de confrontation dans l'univers de Cthulhu assez accessible. J'ai lu les règles du jeu, je me suis dit, putain, c'est trop compliqué. Et en fait, quand je l'ai pratiqué, je me suis dit, putain, c'est génial, en fait, c'est pas simple non plus, c'est pas simplissime. Mais voilà, c'est du Eric Lang. C'est-à-dire que c'est un jeu avec une mécanique fluide, mais hyper tactique, qui propose plein de choix, voilà, avec plein de petits trucs à côté. C'est un jeu qui est profond et exigeant, stratégiquement parlant. Donc Cthulhu JCE, en fait, c'est un jeu de confrontation asymétrique entre, deux factions très différentes. Et donc, on va pas s'affronter juste pour se foutre sur la gueule comme ça va être beaucoup plus malin que ça, puisque dans Cthulhu, en fait, vous le savez, de toute façon, Cthulhu, c'est pas
que de la baston, il y a très peu de baston en fait dans Cthulhu. S'il y avait de la baston, ce serait très vite fini, puisque bon, les grands anciens nous boufferaient tout cru, et puis Banco, il y a plus de nouvelles, il y a plus de livres. Non, c'est en fait, on va se battre sur plusieurs thèmes en fait très différents. Il va y avoir la force pure effectivement, mais il va y avoir aussi la terreur, hein. On est dans Cthulhu. Il va y avoir tout ce qui est investigation, il va y avoir tout ce qui est occultisme. Bref, on passe vraiment voilà, dans plusieurs phases de confrontation comme ça, dans lesquelles chaque faction va avoir sa spécificité. C'est sûr que si vous avez une faction de monstres par exemple, eh ben, elle va mieux terroriser que enquêter. Alors que si vous avez la faction des universitaires de Miskatonic, évidemment ils vont mieux enquêter que terroriser. Alors par contre, quand on joue Cthulhu par exemple, ça peut se retourner contre nous-mêmes. Je suis extrêmement fan de ce jeu parce que l'univers est super bien respecté, mais de toute manière, comme toujours chez Edge, comme toujours chez Eric Lang, c'est vraiment génial. L'univers de Lovecraft en soi est super. Alors imaginez quand il est bien porté comme ça sur un jeu de société. Bien entendu, les cartes sont essemées de petites citations de l'œuvre de Lovecraft et de ses associés, hein. Je ne résiste pas à la tentation de vous citer ici Sœur Sophia, voilà, notre seigneur dans son infinie bonté m'a fait le don d'avoir la gâchette facile, c'est parfait quoi. Voilà, pour moi c'est un jeu à posséder parce qu'il est tellement intelligent dans son déroulé, les cartes sont tellement intéressantes à jouer. Voilà, je vais vite là sur la description des jeux, mais je peux pas vous décrire tout ce qu'il y a décrit sur les cartes des jeux parce que c'est des jeux qui sont tellement épais si vous voulez, tellement riches en termes tactiques. Mais voilà, et puis j'y pense en plus là, mais il y a dedans dans ce jeu, il y a les statuettes Cthulhu qui sont vraiment magnifiques aussi. Donc pour moi c'est juste un jeu à posséder, voilà, vous posez pas la question, vous y jouez et puis c'est tout. Jeu numéro 10 de ce top, j'ai fait un ex-aequo, j'ai mis Scotland Yard et Lettres de Whitechapel parce que tout simplement ben, c'est les mêmes styles de jeu, c'est des jeux de chasse à l'homme. Alors Scotland Yard, si vous aimez les jeux simples, les jeux de chasse à l'homme simples, voilà, le classique de la chasse à l'homme c'est Scotland Yard, j'en avais déjà parlé dans mon top sur l'adolescence. Alors Scotland Yard, comme Lettres de Whitechapel, on n'est pas obligé d'y jouer à deux. D'ailleurs, normalement, on vous conseille d'y jouer à plus nombreux que ça. Mais bon, sincèrement, c'est des jeux qui sont totalement, mais totalement calibrés pour deux joueurs en réalité. Donc, Scotland Yard, donc Mister X d'un côté, les enquêteurs de l'autre. Donc, Mister X, le but du jeu, c'est de durer le plus longtemps sans se faire choper, en se baladant dans Londres, dans la ville de Londres, voilà, en prenant des métros, des bus, etc. Et donc les enquêteurs, ça va être d'essayer de l'entourer, voilà, d'essayer de faire en sorte qu'il ne puisse plus s'échapper pour gagner la partie, tout simplement. Donc c'est génial, c'est de la chasse à l'homme, c'est toujours super intense ce type de partie. Donc Scotland Yard, rien à redire là-dessus, hein. De toute façon c'est normal qu'il soit 10e de ce top. Et Lettres de Whitechapel, ben, c'est un Scotland Yard plus en fait, on a une carte de Londres qui est encore plus belle, voilà, on a les meurtres de Jack l'Éventreur qui vont être perpétrés au fur et à mesure de la partie, donc en plus, dans Lettres de Whitechapel, si vous voulez, on a cette notion un petit peu historique qui vient rajouter, et en plus on a du glauque, parce que c'est Jack l'Éventreur, mais vraiment voilà, on va avoir les meurtres normalement dans l'ordre. Alors après, voilà, c'est compliqué à dire ça parce que forcément, Jack l'Éventreur, on l'a jamais attrapé, on sait même pas qui est-ce qui l'a tué exactement, on sait même pas s'il a vraiment existé, si c'était plusieurs tueurs, si voilà. Donc du coup, il y a plein de théories là-dessus, donc je vais pas faire un débat là-dessus, ce serait l'objet d'une vidéo en entier, pourquoi pas. Je finirai en disant que si vous n'avez jamais joué à ce type de jeu, bah écoutez, je vous y encourage fortement, ce serait bien dommage quand même de ne jamais pratiquer ce type de jeu parce que c'est vraiment génial. Jeu numéro 9 de ce classement, Claustrophobia, qui dispose de sa vidéo sur la chaîne. Alors Claustrophobia, qu'est-ce que c'est? C'est la confrontation entre... C'est un jeu figurine déjà, et c'est la confrontation entre, d'un côté, les monstres, donc les troglodytes, qui habitent sous la Nouvelle-Jérusalem, dans des souterrains, et de l'autre côté, le père rédempteur et ses sbires, donc il y a des brutes, il y a des spadassins d'assaut, et donc qui vont essayer de survivre au milieu de ces boyaux sous la terre. Donc c'est juste jouissif, Claustrophobia, c'est vraiment de la baston pure et dure. Il y a de la tactique dedans quand même, hein, parce que dans les règles de jeu, vous irez voir la vidéo, il y a des petites subtilités, voilà, faut essayer de laisser personne derrière, faut essayer d'avancer vite, voilà, donc les parties se renouvellent bien parce que les équipements qui nous accompagnent ne sont pas toujours les mêmes, il y a des coups spéciaux, voilà, en fonction des héros que l'on joue, bien évidemment. Le système des blessures est vraiment génial, le système d'attribution des dés aussi, puisque en fait, au fur et à mesure en fait, que vous allez être blessé, vous allez avoir de moins en moins de capacité, ce qui veut dire que peut-être des fois même vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir bouger, à être handicapé en fait au milieu du souterrain, donc voilà, évidemment, ça ne peut pas être le premier jeu de ce top, Claustrophobia, parce que celui qui joue
les troglodytes, même si c'est très intéressant à jouer, même si ces actions sont différentes et intéressantes et qu'il il subit de l'attention lui aussi, c'est quand même un petit peu un demi-teinte pour lui, voilà. Faut bien avouer que c'est beaucoup plus passionnant à jouer pour celui qui joue les humains que pour celui qui joue les troglodytes. Donc voilà, c'est ce qui lui interdit d'être un petit peu plus haut dans le classement, mais ça reste un jeu parfait, quoi. Avec des figurines pré-peintes, c'est magnifique. C'est cette histoire-là de... En plus, il y a tout un univers autour de cette histoire-là d'avancer sous les souterrains de la Nouvelle-Jérusalem pour aller trouver je ne sais quoi, là, pour aller buter du troglodyte qui sont toujours affamés. Les scénarios sont cool à l'intérieur, vraiment, c'est un jeu passionnant, c'est un des meilleurs jeux à deux, ça c'est clair. Jeu numéro 8 de ce top, c'est pas vraiment la même ambiance, Kahuna. Alors Kahuna, on en a déjà amplement parlé sur cette chaîne, c'est un petit jeu simple à déployer, c'est un jeu dans lequel on va se battre pour des îles paradisiaques, c'est un jeu de majorité, il va falloir avoir le plus de ponts possible sur une île pour se l'approprier, on peut faire sauter les ponts de l'adversaire, c'est très joli, voilà, et surtout on enchaîne beaucoup les parties, c'est un jeu qui est terriblement addictif, moi il me suit depuis mon adolescence, vraiment c'est un jeu que je vous conseille, si vous l'avez pas dans votre ludo, mais achetez-le quoi, parce que là c'est, je veux dire, celui-là il est essentiel, vous pouvez pas passer à côté. Vous pouvez l'expliquer à n'importe qui comprendra les règles, vous pouvez jouer avec n'importe qui et vous allez vous enchaîner les parties, vous allez voir, c'est fou Kahuna. Jeu numéro 7 de ce classement, Kings and Assassins. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu alors qui a été pimpé un peu façon Assassin's Creed en fait. Donc dedans, on va avoir un joueur qui va jouer en gros le roi et ses chevaliers. Et le roi et ses chevaliers va devoir traverser sa capitale pour atteindre son palais tout simplement. Sauf que sur le chemin du palais, les habitants sont très mécontents, et donc ça c'est le rôle du deuxième joueur. Les habitants sont très mécontents, ils manifestent dans la rue, ils empêchent le roi et ses chevaliers de passer, ils vont les bloquer par tous les moyens. Mais surtout, au milieu de la foule, il y a des assassins qui sont cachés et qui vont essayer d'assassiner le roi. Donc les actions dont on dispose sont géniales. On peut mettre voilà des gens en prison pour vérifier si ce sont des assassins ou pas. On va pouvoir les pousser pour avancer. La population va pouvoir monter sur les toits, va pouvoir sauter en bas comme dans Assassin's Creed. En fait, c'est vraiment... On se sent presque dans le jeu vidéo Assassin's Creed, en fait on a l'impression de mener une mission là dans Assassin's Creed et d'essayer d'assassiner le VIP qu'on nous a demandé de tuer ce tour-ci. C'est un jeu qui est assez simple à expliquer mais dans lequel quand même les choix d'action sont intéressants. C'est un jeu qui dure pas très longtemps, hein. Normalement voilà 20 minutes, allez une demi-heure. Moi je trouve que c'est vraiment un jeu qui est super, il faut l'avoir, c'est pareil dans sa ludothèque parce que il est essentiel. Jeu numéro 6 de ce classement, Alien Menace, qui dispose de sa vidéo sur cette chaîne. Alors Alien Menace c'est un jeu de confrontation mais quasi parfait parce que d'un côté on va jouer le marine de l'espace, de l'autre côté les aliens. Donc le marine de l'espace lui il est surprotéiné, survitaminé, surarmé et il va essayer de se frayer un chemin comme ça à travers une horde d'aliens et donc le joueur alien lui il va essayer de balancer un maximum de créatures, il va les upgrader, il va les faire muter de manière à tuer le marines avant qu'il ne ferme le portail qui lui permet d'envahir notre monde. Donc en gros tout à l'heure j'en ai parlé quand j'ai parlé de convoi, c'est un peu le même principe en fait, c'est le même principe de jeu, c'est-à-dire que on a un gros tank comme ça qui va avancer parmi des hordes de soldats en fait, là ici des aliens du coup qui sont plus fragiles mais plus mobiles et qui peuvent muter etc. Donc du coup c'est le même principe sauf que c'est beaucoup plus accessible, voilà. Alien Menace vous pouvez le sortir avec n'importe qui, normalement la personne devrait comprendre, voilà c'est très simple au niveau de la mécanique. Donc là aussi vous avez un jeu incontournable, il faut que vous l'ayez en votre possession, c'est vraiment génial, il y a beaucoup de tension dans Alien Menace. On a toujours l'impression, là, en tout cas quand on joue l'humain, on a toujours l'impression d'être au bord de la mort, de manquer de munitions, d'être vraiment en période de disette, voilà. Et pour l'alien, là, c'est extrêmement jouissif d'envoyer comme ça tout un tas d'aliens sur la tête du Marines. Donc c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire, ne passez pas à côté. On va parler maintenant du cinquième jeu, c'est Summoner Wars. Alors Summoner Wars, c'est du coup... une espèce de Magic l'Assemblée en fait, on va invoquer des créatures sur un plateau de jeu en fait, et on va avancer au charbon comme ça et se foutre sur la gueule, c'est très simple, du coup le pitch est très basique et très simple, mais putain les factions sont super intéressantes à jouer dans ce Summoner Wars. Alors... l'avantage en plus de ce Modern Wars, c'est qu'il existe, alors je pense que maintenant il est plus vendu en France malheureusement ce jeu, mais il existait des petites boîtes dans lesquelles il y avait juste 2 factions. Donc ça permettait d'avoir un jeu de confrontation asymétrique haut de gamme, pas très cher en fait, et donc du coup, ouais, ça a bien cartonné ce Modern Wars. Le problème de ce Modern Wars, alors, c'est que du coup, moi j'ai acheté toutes les factions qui sont sorties en France,
ainsi que leur pack de renfort, c'est-à-dire leurs cartes supplémentaires pour avoir des vrais decks de cartes bien épais. Mais par contre, dans le Master Set, hein, la grosse boîte dans laquelle il y avait, je crois, 6 factions supplémentaires, si mes souvenirs sont bons, eh bien, on n'a jamais eu les renforts. On n'a jamais eu les renforts pour ce pack, donc du coup on se retrouve avec des decks de cartes qui sont amoindris, et ça c'est un scandale, voilà. Ça c'est ce qui interdit à Summoner d'être encore plus haut, c'est dommage quoi. C'est dommage, ce jeu il a été abandonné lâchement quoi. Bon, les aléas de YouTube font que ça fait un petit moment maintenant que j'ai tourner cette vidéo, et il s'avère que entre temps il y a eu pas mal d'informations autour de Summoner, et notamment la sortie d'une V2 avec des règles qui changent, avec un design qui change, etc. etc. Ça n'est pas compatible avec la V1, donc voilà, ôtez-vous ça de l'esprit si vous aviez l'espoir en entendant cette info de pouvoir enfin récupérer les packs manquants. Mais voilà, je vais pas m'attarder sur la V2 ici, très certainement que je ferai une vidéo spécifique à Summoner Wars très prochainement avec un petit peu plus d'informations dedans. Donc après voilà, j'en fais pas des caisses sur Summoner Wars, vous aurez compris que voilà, vous avez une pile de cartes, vous avez une faction qui est différente de celle de votre adversaire en face, et vous allez payer des cartes pour invoquer des créatures devant vous, les faire avancer et taper sur les créatures d'en face, voilà tout simplement. Alors il y a très peu de tactiques de déplacement hein, dans Summoner Wars, c'est surtout du bourrinage net et précis. C'est pas un wargame avec des obstacles, avec des rivières, etc. On va se cacher dans les forêts, tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment de la confrontation en termes de déplacement, bête et méchante. Et après, les cartes, par contre, il y a des combos, il y a tout ça, il y a de la stratégie et de la tactique hein, dans ce Summoner Wars. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un jeu parfait à 2, mais qui est excellent aussi à 3 ou 4 joueurs, donc allez-y quoi. Jeu numéro 4 de ce top, il s'agit de Blood Bowl Team Manager, et non pas du Blood Bowl de base. Alors, je vous l'ai dit, moi, hein, je n'ai jamais joué au Blood Bowl en jeu de plateau, moi je le connais en jeu vidéo, mais en jeu de société comme ça, je ne connais que le Blood Bowl Team Manager, donc voilà, c'est celui-ci qui se retrouve ici, et c'est vrai qu'il est excellent, quoi. Blood Bowl Team Manager, alors, certains lui reprocheront qu'il y a trop de hasard dedans, mais j'ai envie de te dire, c'est du Blood Bowl, quoi, donc c'est normal. Blood Bowl, c'est le mix parfait entre la tactique, la stratégie, d'un côté, et le hasard et le chaos de l'autre, quoi. C'est Blood Bowl, de toute façon, ça a toujours été ça, c'est-à-dire que tu prépares tes coups à l'avance, t'essayes de faire tes combos, t'essayes de bien prendre position là où il faut, mais d'un autre côté, il y a le résultat chaotique du Blood Bowl, et c'est ça qui fait le sel de ce jeu, c'est que tu peux prévoir autant que tu veux, si ça doit se casser la gueule, ça va se casser la gueule, quoi. Voilà. Et donc, le but du jeu, ça va être d'avoir le maximum de force possible d'un côté ou l'autre du terrain, en fait, c'est-à-dire, si possible, de notre côté du terrain. Si jamais il y a une égalité, eh bien, c'est le détenteur de la balle qui marquera le point de cet événement du match. Et donc, ça amène à des dilemmes, mais incroyables. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette ce joueur dans ce moment du match? Est-ce qu'il vaut mieux que je le mette ailleurs? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il se batte pour le trophée? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille tacler tel joueur, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il s'empare de la balle? C'est vraiment un jeu assez incroyable, Blood Bowl Team Manager. On a vraiment le sentiment dedans qu'on s'upgrade au fur et à mesure de la partie, comme dans un match comme dans un tournoi de Blood Bowl en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on va gagner des choses, eh bien on va pouvoir améliorer le comportement de notre équipe, le comportement de nos joueurs. On va pouvoir recruter des joueurs stars dans notre équipe, des mercenaires dans notre ligue. Enfin voilà, il y a vraiment un côté dans Blood Bowl qui est jouissif dans le sens... voilà, j'ai une équipe de base, elle est ce qu'elle est, et puis je vais la mener au sommet de ses compétences pour pouvoir remporter le trophée final. Et ça, cette sensation-là, elle est géniale. Tu rajoutes à ça la violence et le fun du Blood Bowl, c'est-à-dire écraser des visages au sol, les enterrer au fond du terrain, etc. C'est un jeu fun, il est tactique et fun, il est intelligent et fun. Et attention, quand je dis il est intelligent, c'est pareil, c'est pas un jeu qui est vraiment à la portée de tout le monde, là, Blood Bowl Team Manager, hein. C'est vraiment, il y a pas mal de phases de jeu, il y a beaucoup de combos, il y a des combos à faire, etc. La mécanique est simple à expliquer, c'est plutôt fluide, mais voilà, c'est un jeu qui est exigeant en termes de tactique. Donc voilà, Blood Bowl Team Manager, pour moi, c'est un incontournable, mais je peux comprendre qu'il ne plaise pas à tout le monde, parce que soit il y a trop de hasard d'un côté, soit il y a trop de tactique à réfléchir de l'autre, donc voilà, c'est un jeu à la croisée des chemins, vraiment à mi-chemin entre deux mondes. Allez, en avant pour le podium de ce top, le troisième jeu de ce classement sera Star Realms. Et là, je pense que je vais en épater plus d'un, parce que Star Realms, finalement, c'est un petit jeu, quoi, au final. Enfin, c'est un petit jeu. Attention, ça reste quand même
c'est du jeu de deck building, etc. Donc c'est quand même, il y a des combos, il y a de la tactique, il y a beaucoup de tactique dans Star Realms, mais c'est vrai que c'est une toute petite boîte, voilà. C'est un jeu de création de colonies spatiales, tout simplement. En gros, de city building, puisqu'on va construire son propre empire, sa propre colonie, mais on peut influer quand même sur le jeu d'en face, et c'est même l'objectif de la partie, parce que l'objectif de la partie, ce n'est pas forcément d'avoir la civilisation la plus prestigieuse, c'est de détruire celle d'en face, c'est-à-dire qu'en face, il y a des points de vie, voilà, et donc on va tirer dessus en permanence avec nos armées, avec nos vaisseaux spatiaux, pour essayer de réduire ces points de vie à 0. Donc c'est à la fois un jeu de gestion et un jeu de confrontation très intelligent. C'est un jeu qui dispose de règles très simples, donc on peut l'expliquer à peu près n'importe qui. Il est très profond en termes tactiques, en termes de choix, etc. Mais quand même, la mécanique, elle est fluide, elle est simple, voilà. Donc, c'est un jeu dans lequel il y a une belle courbe d'apprentissage, puisque, voilà, au fur et à mesure des parties que l'on va enchaîner, ça je vous l'assure, parce que c'est un jeu, mais qui est addictif à un point, vous n'imaginez même pas. Vous allez vous améliorer au fil des parties, c'est obligatoire, voilà, il y a vraiment une belle courbe d'apprentissage dans ce jeu. Le seul truc qui est chiant dans ce jeu, c'est qu'on ne peut pas protéger les cartes, parce que sinon, il rentre plus dans la boîte de base, qui est vraiment minuscule, et qui est d'ailleurs... voilà, pas très solide, donc c'est le seul truc qui est chiant avec ce jeu, c'est dommage, parce que vraiment là vous avez un jeu, voilà, pas cher, que vous pouvez mettre vraiment littéralement dans votre poche, que vous pouvez expliquer en très peu de temps, et qui est d'une richesse tactique incroyable, qui est vraiment très tendu là. Donc voilà, jouer, acheter, posséder Star Realms, c'est obligatoire. Jeu numéro 2 de ce classement, et c'est un ex-aequo, nous avons Mémoire 44 et Battle Lore. Alors, pourquoi cet ex-aequo? Ben, tout simplement parce que déjà, c'est la même personne qui a fait ces deux jeux, c'est Richard Borg, voilà, qui a fait Mémoire 44 et Battle Lore, et puis bon, c'est un petit peu la même mécanique de jeu, quoi, c'est le même moteur. La différence, c'est que donc, Mémoire 44, c'est Battle Lore en moins complet, tout simplement, voilà. Donc, Mémoire 44, c'est quoi? Ben, c'est des jeux, c'est du wargame très accessible sur la Seconde Guerre mondiale. Vous allez revivre, du coup, les batailles entre les Alliés d'un côté et les nazis de l'autre. Et donc, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des débarquements sur la plage, il y a des prises de village, il y a de la plaine, il y a des chars d'assaut, il y a de tout ce que vous voulez dedans. C'est un jeu extrêmement accessible, n'importe qui peut jouer à Mémoire 44. Il est assez riche en termes tactiques, ça y a pas de problème, mais voilà, il est très accessible là pour le coup. C'est un jeu qui est très beau, avec de jolies petites figurines. C'est un jeu où il y a du hasard quand même dedans, il y a pas mal de gens qui peuvent pester sur les dés présents dans Mémoire 44, sur les événements qui sont parfois un petit peu cheatés, mais moi j'adore ce jeu, voilà, et je ne suis pas le seul, je le sais, voilà, j'adore Mémoire 44, c'est vraiment un jeu épique, voilà, c'est un jeu épique. Et alors... Son du coup Battle Lore, qui est la version boost en fait de Mémoire 44, on va l'appeler comme ça parce que c'est vraiment ça en fait en termes de mécanique, est encore plus épique. Là c'est vraiment une boucherie fantasy épique, puisque dans Battle Lore, en plus du moteur de Mémoire 44, c'est déjà les scénarios qui vont jamais être les mêmes, puisqu'en fait ils résultent de l'association de deux cartes tirées au sort, chacune représentant un côté du champ de bataille. Alors ensuite, ce qui change aussi par rapport à Mémoire 44, c'est que là on va devoir recruter nos armées avant la bataille, c'est-à-dire qu'on a un nombre de points, voilà, de recrutement, et donc on va constituer nos armées dans la limite de ce nombre de points. Donc on va essayer de s'adapter au scénario, on va essayer d'adapter certains combos. Cette fois-ci, lors de la résolution des combats, on peut réapproprier aussi certains symboles de dés pour déclencher des coups spéciaux sur certaines unités. Au fil de la partie, alors là, ça va plaire à ceux qui n'aiment pas le hasard dans Mémoire 44, on peut récupérer ce qu'on appelle des points arcanes, qui permettent d'éliminer par exemple des symboles d'échec. On peut aussi, grâce à ces points-là, déclencher des sortilèges, faire péter des explosifs, enfin bref, c'est, je vous le dis, c'est Mémoire 44, mais puissance 10 000 Battle Lore en fait. Côté matos, les figurines sont vraiment somptueuses, c'est fantastique, on est vraiment immergé dans la bataille. Voilà, donc pour moi, Battle Lore, c'est tout simplement un must-have, mais comme Mémoire 44 en fait, après... Voilà, à vous de, si vous voulez en choisir un des deux, faut savoir que Mémoire 44 est plus accessible, voilà, et Battle Lore est plus beau, plus complet, un petit peu plus complexe, voilà. Après, c'est vrai que Mémoire 44, il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'aiment pas jouer avec parce que c'est de la guerre, c'est du réel, donc du coup c'est moche, tout ça, ça rappelle des souvenirs, alors que Battle Lore, c'est de la fantasy, donc du coup on peut se permettre un petit peu plus de rigoler autour de ça, c'est peut-être un petit peu plus fun que le thème Seconde Guerre mondiale. Voilà, à vous de voir, à vous de trancher, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux, moi j'ai décidé d'avoir les deux parce que j'adore les deux, mais vous faites absolument comme vous voulez, il vous en faut au moins un. Et enfin, jeu numéro 1 de ce classement des jeux à pratiquer en duo, j'ai nommé... Pom 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 Star Wars, le JCE.
Alors, Star Wars JCE, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Alors, c'est un jeu d'Eric Lang, c'est tout aussi respectueux de l'univers que ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Cthulhu. Moi j'adore Star Wars, vous le savez, donc ça joue aussi dans ce classement, hein. Peut-être qu'il serait plus bas si j'étais pas aussi fan de Star Wars. Mais là on a un jeu, si vous voulez, qui respecte énormément l'univers étendu de Star Wars, dans les moindres détails. Pour vous dire à quel point on a des personnages, au travers des extensions, là je vais aller même un peu plus loin que le jeu de base, au travers des extensions, qui sont soupçonnables en fait. Même si t'as une licence en univers étendu, tu les connais pas quoi. C'est un truc incroyable et tu vas chercher, oui ils existent vraiment. Donc c'est un jeu de confrontation avec 4 factions différentes, donc 6 factions différentes, pardon, 6 factions différentes, ouais, l'émotion mettrait. Donc vous avez d'un côté les Jedi, ou les Sith, vous avez la Rébellion, ou l'Empire Galactique, et vous avez les Rakai et Scélérat, donc Jabba le Hutt, Boba Fett, etc. Ou tout ce qui est... ah, ça y est, j'ai oublié. Contrebandier. Tout ce qui est contrebandier, voilà. Contrebandier et espion. Donc dedans, il y a Han Solo, Chewbacca, etc. Voilà, donc vous avez 6 factions différentes. Et à chaque fois, bien sûr, vous êtes obligé de prendre soit une faction du bien d'un côté, et l'autre en face doit prendre une faction du mal. Et vous pouvez pas jouer 2 factions du bien l'une contre l'autre. Et donc vous avez des objectifs devant vous. Bien entendu, votre adversaire va essayer de les détruire. Vous allez essayer de faire de même. En face, lui, il va essayer de protéger ses objectifs, vous aussi, et bien sûr, vous allez envoyer un maximum de monde au charbon pour aller faire péter tout ça. La mécanique est plutôt fluide, parce qu'on est toujours dans des jeux un peu comme Cthulhu, en fait, où, ouais, on va avoir un gros livret de règles, mais en fait, en 4-5 pages, c'est bon, t'as résumé le jeu. C'est juste que, voilà, vous allez avoir un jeu immensément riche, parce qu'il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup de textes, donc du coup, vous allez pouvoir faire plein de combos super intéressants, vous allez réfléchir énormément optimiser ces combinaisons-là, présenter de la meilleure des manières votre armée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce jeu de confrontation, vous n'allez pas vous contenter juste de vous foutre sur la gueule vraiment frontalement, puisque il va falloir aussi bosser sur l'équilibre de la force. C'est-à-dire qu'il y a des cartes que vous allez devoir mettre un petit peu de côté, voilà, il va falloir qu'ils se reposent au lieu de se battre, pour pouvoir influer sur la force, parce que la force est importante dans ce jeu, c'est elle qui va faire que vous allez gagner ou perdre. Et l'objectif du côté obscur, lui, c'est de jouer le temps, d'essayer de survivre un maximum pour arriver à 12 points de côté obscur, je crois, un truc comme ça, enfin, il y a un niveau de côté obscur, et donc quand il arrive à ce niveau-là, bah, il a gagné la partie. Vous allez réfléchir à quelle carte sacrifier, voilà, ça va être comme ça. Alors, après, moi, je joue de manière un peu spéciale à ce jeu Star Wars JCE, parce que normalement, en fait, dans Star Wars JCE, vous jouez avec des decks prédéfinis et des objectifs qui sont associés à ces decks. Chose que je ne fais absolument pas, parce que en tant que épicurien, fan absolu, hardcore de Star Wars, je ne peux m'empêcher de jouer avec l'intégralité de mes cartes. Et pour vous dire à quel point il y en a des cartes, c'est que moi, mon jeu de base, ok, très bien, mais j'ai acheté, je crois que dans mon jeu de base, j'ai 21 extensions, c'est le minimum. Je pense que j'ai 21 extensions, donc des extensions de luxe et des extensions additionnelles, donc quand je sors ma faction, par exemple, c'est 2 paquets comme ça, quoi, si tu veux. Voilà, j'arrive, mes Jedi, hop, et toi tu prends l'Empire, c'est bon, t'en as 3 comme ça, et puis c'est bon. Voilà, mais c'est génial. Alors du coup, évidemment, ça enlève le côté, je construis mon deck, donc je sais quelles cartes vont venir, à quel moment, etc. Ça, mais moi je m'en fous de ça. En fait, je m'en fous, et d'ailleurs les gens avec qui je joue, ils s'en foutent complètement de ça. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est jouer avec les personnages et les vaisseaux, et tous les vaisseaux, l'intégralité des vaisseaux de Star Wars, c'est ça qu'ils veulent. Et ils veulent se foutre sur la gueule, et tout le calcul avant, mais ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Marvel Champions, tout ça, c'est du temps de jeu de perdu en fait. Moi je considère que c'est du temps de jeu de perdu, et je comprends tout à fait que vous puissiez aimer ça. Il n'y a aucun problème avec ça, je comprends l'intérêt de la chose, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai envie de jouer de suite en fait. Je suis tellement excité du jeu, si tu veux, qu'il faut que je sorte mon truc, il faut que ce soit prêt, et il faut qu'on puisse jouer, quoi. Et après, je réfléchirai pendant le jeu à mes combinaisons, aux cartes que je sacrifie, etc. Mais j'ai pas besoin, je viens de le dire, pour Battle Lore encore ça passe, parce que pour Battle Lore c'est vite fait en fait. Pour Battle Lore on a quelques points, il y a quelques petites figurines à mettre, on va pas chercher 150 000 cartes, on va pas chercher, parce que là, imaginez, avec Star Wars, toutes les extensions que j'ai, les manips qu'il faudrait faire pour choisir son scénario avec son objectif, etc. Ce serait juste, mais trop long, quoi. Donc, il faut que le jeu soit jouable immédiatement, et puis c'est tout. Alors oui, j'y pense, là, mais en plus de ça, Star Wars JCE, c'est l'univers étendu, certes, mais c'était avant Disney. Donc ça veut dire que là, j'ai une boîte complète, remplie de Star Wars.
sans toutes les infamies qu'ils nous ont produit après, quoi. Donc, si tu veux, c'est génial, quoi. Enfin, c'est un témoignage du passé glorieux de Star Wars, avant que ça se casse la gueule, quoi. Avant la nouvelle trilogie, mais complètement merdique de Disney. Donc ça, c'est... Non seulement c'est un super jeu, respectueux de l'univers et tout, mais en plus c'est une fierté, quoi, vous pouvez pas vous imaginer. Donc on a un jeu là qui est très respectueux de l'univers, très beau, évolutif, immersif, stratégique, bref, un jeu parfait. Alors après, je vous le dis, voilà, c'est honnête, hein, c'est Star Wars, donc c'est ce qui fait qu'à mon avis, chez moi, il trust la première place, peut-être que chez vous c'est pas le cas. Voilà, moi je ne le répéterai pas assez, mais jouez-y, jouez-y, jouez-y. Voilà, j'espère que ce top vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées, voilà, de jeux à pratiquer, voilà, c'est surtout... ça, en fait, l'intérêt de ce type de vidéo. En attendant de nous retrouver pour une prochaine, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.